Donc, les sujets d'aujourd'hui, je crois, étaient un peu opaques pour beaucoup d'entre vous. C'était un rôle qui. Il s'agissait de parler de différentes périodes d'œuvres de Zeitlin à travers des éditions consécutives de ses écrits. J'ai choisi une petite tranche ou un petit exemple. Après, on pourra discuter ensemble. Donc, est-ce que ça vaut la peine de revenir très brièvement sur sa biographie avec... Oui, d'accord. On peut faire une interrogation écrite. On a déjà... Oh, interrogation écrite, oui. Ceux qui n'ont pas lu l'expo seront plus. Ouais, très bien. Donc, né en 1898 en Biélorussie, s'est établi avec ses parents et son frère et sa sœur à Varsovie au début du siècle, a commencé très tôt une activité d'écrivain parce que déjà à l'âge de 13 ans, il débute dans des journaux pour enfants, en hébreu en plus, parce que c'est un écrivain bilingue toute sa vie. Ensuite, son premier recueil, un long poème apocalyptique, Metatren, en plusieurs parties, très joliment édité. Donc vous avez l'original dans la vitrine. J'ai sorti ici seulement quelques livres. Vous pouvez admirer dans la vitrine. C'est ça la couverture. D'ailleurs, si vous savez qui est l'auteur de la couverture, nous on voudrait bien le savoir, comme ce n'est pas marqué sur le livre. Metatren est sorti dans une maison d'édition qui s'appelle Alt-Jung. Et comme il y a un livre aussi de son père, Hillel Zeitlin, qui a été publié, on s'est même demandé si ce n'est pas leur maison d'édition improvisée à eux. Et comme je crois que Zeitlin voulait devenir artiste, enfin dessinateur à l'époque, c'est ce qu'on apprend entre autres dans la thèse de Yitzhak Niborski, qui est donc la source principale de connaissances sur Zeitlin. Donc, voilà, qui sait, peut-être que c'est lui-même, surtout qu'on peut, à un endroit de la couverture, on voit un petit Aleph, peut-être. Bon. Voilà, donc la question reste ouverte. Ensuite, en 1923, il publie un recueil de poèmes, Schnee, oui. Donc des ombres sur la neige. Après, donc, il publie plusieurs articles en hébreu et en yiddish, des articles littéraire, de la critique littéraire, et à partir de 1929, il commence la publication des drames. Donc il va écrire, pas tous publiés, 9 pièces de théâtre, donc la dernière en 1939, dont donc certains seront publiés avant la guerre, ou bien sous forme en volume, sous forme de livre, ou bien dans des revues, comme par exemple Esterke, donc ça s'est sorti
dans la revue fondée par Zeitlin, Globus, ou In Keinem Land, dont on va parler plus tard, dans le No Land, c'est sorti dans le Sammelbücher de New York, rédigé par Leivig et Opatoshu, 39. Et puis d'autres pièces ne seront pas publiées, comme le Chelemer Chachomim, dont on n'a pas de texte, je crois, du tout. Là, on a en revanche une photo, donc il y en a deux en tout dans cet album sur le théâtre yiddish de Silberzweig. Voilà, donc ici on voit la photo. Après, si vous voulez, vous pouvez regarder de près. D'ailleurs, elle est reproduite dans l'exposition. Voilà, donc parfois les pièces n'étaient pas jouées du tout, n'étaient pas du tout publiées, seulement beaucoup plus tard, ou bien jouées, pas publiées, publiées, pas jouées. On a plusieurs configurations. En 1937, il publie aussi un roman, son seul roman, qui se passe en Palestine, La terre brûlante, Brennende Erde. Lui d'ailleurs, avec son frère, au début des années 20, ils se sont rendus pour quelques mois ou un an en Palestine, où Aaron a travaillé comme enseignante. Ensuite, ils sont rentrés à Varsovie. Après, donc en 1939, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, Zeitlin est invité à New York où Maurice Schwartz va mettre en scène sa pièce Esterke. Et donc, c'est pendant qu'il travaille là-dessus, la guerre éclate, il ne peut plus rentrer. Il se rend à Cuba pour attendre le visa de longue durée pour les États-Unis. Ensuite, il rentre à New York, il passe la guerre à New York. Après la guerre, il reçoit des nouvelles que toute sa famille a été assassinée au cours du génocide. Donc sa femme, son fils unique, son père et son frère. Sa sœur était déjà décédée avant la guerre. Il se remarie. Il est donc à partir des années 50, il commence la réédition et déjà à partir de 47 avec les deux premiers volumes de Gesammelte Lieder, de poèmes complets. Il commence la réédition de son œuvre et aussi il commence à remanier ses œuvres précédentes. Et donc, de ces poèmes vont en yiddish, parce qu'à part ça, il y a aussi des œuvres en hébreu, vont sortir 1967-1970, deux volumes encore remaniés, Lieder von Churban et Lieder von Gläuben, donc des poèmes d'anéantissement et de foi. Il y aura une deuxième édition de Brennende Erde, Terre brûlante, et deux volumes de ses œuvres dramatiques qui s'appellent Gesammelte, donc le premier volume s'appelle Gesammelte Drames, drame complète. Deuxième volume est déjà
s'appelle déjà Drames. Donc voilà, ça n'inclut pas toutes ces pièces de théâtre, notamment. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est justement ce dont j'avais besoin. Notamment sa pièce de théâtre Jacob Jacobson, qui se trouve là dans cet almanach, Ein Molina Joibel, n'entre pas dans cette édition de pièce dramatique complète. Elle est retravaillée en hébreu. Ça, Yitzhak pourra vous en dire plus, est complètement remanié. Ça veut dire qu'il n'en reste pas. Il n'en reste pas grand-chose de la version originale. Donc, maintenant, en quoi consiste ce remaniement, ce qu'il a retravaillé? D'un côté, ce sont des changements stylistiques, de l'autre côté, ce sont des changements de fond qui ont surtout été influencés par le fait que donc, avant le génocide, le thème de l'apocalypse, d'un grand bouleversement historique, de l'anéantissement de l'ancien monde pour une sorte de nouveau monde puisse ressurgir, est un des sujets centraux. Voilà, ici. Et cette vision, maintenant, devient pour lui problématique après le génocide. Donc, ce que moi je voulais faire, je vais vous parler de 3 pièces de théâtre qui ont été plus ou moins remaniées après la guerre. Et on peut réfléchir ensemble comment et pourquoi. Donc, je vais commencer par la pièce qui a été publiée en 1932, dont le titre entier est Esterke und Casimir der Größer. Donc, Esterke et Casimir le Grand, un des rois polonais, un important roi polonais du XIVe siècle. Sous-titre Ahasver in Polen, donc disons juif errant en Pologne, A jiddisch-polnische Mysterie in 4 Akten, un mystère juif polonais en 4 actes. Voilà, donc l'édition d'avant-guerre se trouve dans Globus, 2 numéros de Globus de 32. Ce drame a été complètement remanié après la guerre, donc à ce point que la nouvelle édition, dans le 12e volume de Drames, a même une nouvelle date. Hein, donc, elle est plus souvent dans ce volume-là. La date, c'est la date de la première publication, ou bien la date quand il l'a écrit. Et là, c'est une nouvelle date, 67. Donc déjà, le titre dans la nouvelle version est seulement Esterke. Voilà, on va parler plus tard pourquoi. Donc la base de cette pièce est une légende qui date donc dont les premières traces se trouvent dans une chronique polonaise du XVe siècle. Légende que ce roi, le Casimir, avait une maîtresse juive qui s'appelait Esterke. Donc bien sûr, ça fait tout de suite penser au livre d'Esther,
donc Esther et le roi Ahasverosh, Assuérus. Donc il y a beaucoup d'hypothèses comment est née cette légende, est-ce qu'elle est probable, véridique, voilà, ça c'est pas peut-être intéressant pour nous. Donc maintenant, qu'est-ce que Tzeitin ont fait? Donc pour lui, d'ailleurs pour tous les drames, toutes ces pièces historiques, le sujet est plutôt un prétexte pour analyser des questions qui lui tiennent à cœur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il écrit lui-même. Donc c'est encore pour il est mort en 73. Là, c'est le premier volume de Gesammelte Dames est sorti, la date est 1974. Il a encore pu écrire l'introduction. Et donc, dans cette introduction, il parle de sa pièce Brenner, donc sur le personnage donc, de Chaim Brenner, sioniste, disons, qui s'est établi en Palestine et y a été assassiné. Et donc, il dit que ce qui l'intéressait ici, ce n'est pas vraiment son personnage biographique, mais son personnage symbolique, et c'est celui-ci qui est pour lui plus réel ou plus vrai. Oui, le plus factice. Et donc c'est pareil pour les autres pièces, y compris l'histoire d'Esther, même s'il... donc c'est sûr qu'il a consulté des sources historiques et il essaye donc d'élaborer toute une... de montrer la société polonaise de l'époque avec des couches différentes des populations. Donc il y représente le roi qui est un homme assez juste, sage, bon, quelqu'un qui veut être un bon roi. De l'autre côté, il veut aussi s'épanouir comme une individualité. Et quand il doit se choisir une épouse, là encore un peu peut-être référence au livre d'Esther, il ne cherche pas une épouse soumise ou qui veut l'épouser par intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est une quête d'un amour idéal. Et cet amour idéal se présente donc en tant que cette femme juive Esther, dont le père a été tué. Et donc ils vivent ensemble, mais toute la société polonaise est juive d'ailleurs aussi, sauf un juif de cour, Levko, un personnage historique d'ailleurs, qui a son propre projet pour le futur de l'avenir des juifs en Pologne, donc il veut bien avoir cette reine juive qui peut intervenir en faveur des juifs en Pologne. Donc, à part lui, tout le monde est contre. Donc, notamment toutes les couches de la société polonaise, les bourgeois, les chevaliers, les paysans, et surtout l'Église. Et c'est une crise d'État qui commence avec des persécutions des Juifs. C'est d'ailleurs dans le XIVe siècle, c'est le temps de la peste noire, et c'est ce que l'auteur souligne là, que c'est l'époque où beaucoup de Juifs sont arrivés en Pologne. D'ailleurs, Casimir, il était connu pour des lois favorables aux Juifs.
Et donc, dans le dernier acte, il décide de se séparer pour justement une raison d'État. Mais dans l'épilogue, qui est une scène mystique, donc de cette union mystique entre les peuples, il s'est donc pas vraiment eux comme des personnages vivants, mais leurs esprits, ensemble avec plusieurs d'autres esprits de l'histoire, la culture juive du passé et du futur, se rencontrent et les côtés juifs et les côtés polonais s'unissent symboliquement, donc dans le personnage de Kazimir et Esterke, mais aussi Yitzhak Leibush Peretz, le plus grand poète yiddish en Pologne, et Adam Mickiewicz, le plus grand poète polonais en Pologne, s'unissent symboliquement, d'autant plus que ce qui est souligné, c'est qu'ils viennent de la même mère, enfin d'une mère commune quelque part. Et donc, un des personnages, le juif errant, à Hasvel, incite à la fin tout le monde à danser en l'honneur de Kusch von die Stammen, donc un baiser entre les peuples. Voilà, donc ça c'est le mystère, oui, le mystère entre cette union mystique entre les deux peuples. Voilà, donc ça c'était la version de 1932. Il a été joué. Oui, ben c'est ça qui était joué, qui lui a sauvé la vie en fait. C'était ça qui était joué à New York en 1940, donc je crois début 1940. Oui, mais là, après la guerre, vient la deuxième version, donc où déjà dans le titre, comme c'est juste Esterke qui reste dans le titre, il n'y a plus de mystère juif et polonais, et la pièce est complètement remaniée, donc déjà stylistiquement, elle est raccourcie, les scènes sont, donc il y a des scènes rajoutées, des scènes enlevées, des scènes qui changent de place, donc c'est vraiment très différent, mais en plus, la fin, donc la fin du troisième acte et cet épilogue sont complètement changés. Donc là, nous voyons déjà Esterke, vers la fin, revient vers sa maison qui a été brûlée, comme son père aussi, qui dans cette version a été brûlé. Et donc elle revient entièrement vers le judaïsme. Et toutes les... donc voilà, sa séparation avec Casimir est définitive. Il n'y a aucun projet pour le futur. Et tous les personnages juifs ou liés au judaïsme, c'est-à-dire Esterke, son père, l'esprit de son père brûlé, l'Efko, donc cette juive de cour qui avait ce projet presque messianique, donc de faire entrer les juifs dans la couronne polonaise, disons. Quelqu'un qui s'appelle David Mittenzekel, qui est en fait Jésus, hein, donc les juifs à la sacoche, une représentation de Jésus. Yitzhak Leibush Peretz, donc son esprit, l'esprit d'Adam Mickiewicz, donc une mère juive, descendant du judaïsme, et aussi le juif errant, qui dans cette version ne s'appelle pas Ahasverk, ça c'est en fait un nom qui circule dans la sphère chrétienne, mais Nitzriel, donc le juif Israël éternel, juif éternel, donc c'est l'idée, la personnification du peuple d'Israël éternel.
Donc, eux tous quittent la Pologne et se rendent à Jérusalem. Et le nom de la Pologne en hébreu, Pauline, qui est donc, voilà, c'est toujours interprété comme d'une façon très positive, selon une ancienne légende, voilà, Pauline, ici tu passeras la nuit, donc ici tu pourras te reposer. Donc quelque chose qui était mis en valeur dans la première version, dans cette deuxième version, change complètement la signification parce que l'accent est mis sur la nuit, c'est-à-dire sur le fait de passer la nuit. Donc là, toute histoire juive de Pologne est présentée comme la nuit. Et donc à la fin, je crois que c'est vraiment la dernière réplique, que c'est Nitzriel, donc c'est juif éternel, annonce que l'aube va se lever à Jérusalem. Voilà, donc là, une toute autre vision de l'histoire juive en Pologne, de la possibilité, ou là plutôt l'impossibilité pour les juifs de vivre en Pologne. Oui, donc deux pièces complètement différentes. Vous avez des questions à propos de Estherke peut-être? Moi, je t'ai demandé si ça avait été joué, la première version, pour voir si... Oui, c'était la première version qui a été si jouée. d'éventuelles critiques avaient conduit aux modifications stylistiques. Non, je pense que ça, c'était pas des critiques, c'était plutôt, donc ce qu'il a, c'était son sentiment, comme c'était pas seulement avec cette pièce-là, c'est avec plusieurs, on va le voir plus tard, mais ce n'est pas seulement celle-ci. Non, non. Moi, je me demande qu'est-ce que j'ai vu moi lorsque j'ai vu Estherke à Buenos Aires, parce que la troupe de Maurice Schwartz est venue, je me souviens, Maurice Schwartz, sa fille Frances, et ils ont joué ça, et moi j'étais là, mais bon, j'avais peut-être 10 ans, je ne me souviens pas, et je n'ai aucun souvenir, mais des fantômes à la fin, il n'y en avait pas. Et ça, j'ai eu la certitude qu'il n'y avait pas des esprits qui dialoguaient à la fin, mais ça devait être déjà, c'était l'année 57, et ça devait être déjà une version plus proche de la dernière manière que de celle que Boris Schwartz a mis en scène. Oui, c'est-à-dire dans la deuxième version aussi il y a des esprits à la fin, oui, c'est-à-dire le Peretz avec Mickiewicz qui quitte la Pologne. Ça, savoir qu'est-ce qu'on nous a servi, nous, les primitifs de Benoît. Et puis la tension d'un enfant vivant. Non, mais en tout cas, j'imagine, je ne sais pas comment, qui je peux demander, je sais que je ne peux demander personne actuellement, mais j'imagine que ça ne devait être plus la version de Maurice Schwartz de 1940, 41, 42. Ça devait être autre chose déjà. Ouais. Ça c'est très intéressant. Donc peut-être que c'était une version tout simplement raccourcie. Oui. Donc là, il y a la date de 67 ici. Mais bon, qui sait si c'est vraiment ça. Nathalie, une petite question de détail. Sur le juif errant, il y a aussi le juif errant dans Weizmann. Et voilà. Quel nom il porte dans Weizmann? Aussi le nom traditionnel ou bien le nom juif, si on peut dire. Dans le Weizmann? Oui. Donc voilà, maintenant je veux, c'est très bien, cette question est tout à fait bien. Merci, parce que c'est justement des Weizmann. C'est justement des Weizmann que je voulais parler. C'était pas organisé. Oui. Oui, enfin, j'espère avoir bien entendu, parce que j'ai les oreilles un peu fatiguées par l'âge. Ça doit être ma prononciation française. Mais dans la première version, il y avait donc une hypothèse de réconciliation. C'est-à-dire réconciliation mystique, pas forcément au niveau sur religieux, le plan historique. Non, c'était pas tellement religieux, je pense que c'était plutôt esprit
entre les Polonais catholiques et les juifs polonais. C'était pas très terre à terre. C'était pas si précis que ça. C'était une espèce de deux, donc les deux esprits nationaux qui se. D'accord. Oui, qui s'unissent. Oui. Parce que donc il y a plusieurs fois, donc c'est la question dans cette pièce, surtout dans la première version, d'une sorte de mystère, oui. Donc deux peuples sur la même terre, ça doit avoir une signification profonde. Donc Tseidin, il est toujours à la recherche d'une signification profonde des choses, d'un rôle, pas seulement historique, mais d'un rôle sur le plan absolu de l'existence des différents éléments. Et ça, évidemment, ça n'est plus du tout dans la deuxième version. Dans la deuxième version, c'est aussi sur le plan spirituel, mais mais voilà, c'est seulement c'est la conclusion qui est différente. Oui. La retrouvaille possible. Donc ce n'est plus ce qui pouvait unir qui ont du commun spirituellement entre les deux communautés, enfin je sais pas comment on peut dire, n'était plus envisageable. Donc toute cette période de la vie juive en Pologne est présentée comme une période obscure, la nuit, et maintenant c'est la lumière qui est. Voilà, mais ce n'est pas absolument donc dans des termes vraiment de migration physique, mais spirituelle. Oui, une séparation. Oui, là vraiment la séparation. J'avais à peu près bien entendu. Voilà, donc maintenant, Weizmann der Zweite, pièce écrite en 1934, publiée aussi dans les Globus, et ensuite, pareil comme Esterke, paru en 1980, du manuscrit, c'est-à-dire le manuscrit a été remanié et quand c'était déjà après la mort de l'auteur, l'éditeur s'est servi du manuscrit, donc il y a quelques mots qui sont pas, il y a quelques erreurs, il y a quelques mots qui n'ont pas pu lire. On ne sait pas non plus, enfin ça n'est pas précisé, de quand date le deuxième manuscrit. Mais voilà, ce qui est sûr que c'est d'après-guerre. L'intrigue est simple. Dans un futur pas très loin, donc pas très loin de l'année 1934, les nazis sont arrivés au pouvoir et ils organisent de concert avec les gouvernements du monde entier une déportation de tous les juifs, donc séparation encore et isolement de tous les juifs en les déportant par bateau en Palestine, qui a été racheté à ces fins, et donc qui devient maintenant le pays juif, qui est seulement isolé, donc ne peut pas avoir de contact avec les autres. Et donc sur le premier bateau, il y a tous les juifs célèbres, et aussi, comme dernier, arrivent les juifs errants qui s'appellent ici des Eibike Yid, donc les juifs éternels. Un nom yiddish et non pas. Voilà, yiddish, oui. C'est pas tellement yiddish parce que de dire Ewiger ou c'est russe, c'est allemand, enfin là, parce que le juif éternel, ça vient de l'extérieur. Mais moins que le nom Achashverosh. Achashverosh aussi. Oui, qui est déjà un peu bizarre, il faut dire. Le terme c'est un peu différent. Si on regarde ça vient que ça doit quand même devenir de Achashverosh. En France, on dit Iran.
Voilà, mais laissons tomber pour le moment cette étymologie. Donc voilà, après il se retrouve en Palestine. Tous, ils ont une grande nostalgie de leur terre natale. Ils organisent une partie, le parti du Jeden Exportpartei. Donc voilà, le parti d'exportation de juifs, parti du retour. Et de retour au Golès. De retour au retour dans l'exil, oui, c'est ça le jeu. Donc la pièce est grotesque, oui, et très très drôle aussi. Et à la fin, tout le monde retourne parce que c'est Weizmann 2. Donc, même si donc à l'époque où la pièce a été publiée, le Weizmann 1 était encore en vie. Mais voilà, il y a donc le Weizmann 2 qui est resté, le seul juif qui est resté en Europe, en Angleterre, parce qu'Angleterre ne pouvait jamais se passer d'un juif. C'est marqué comme ça. Et donc, il est appelé au secours parce que c'est déjà après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans cette pièce. Là, il y a la famine, des protestations de différents peuples. Et Weizmann doit inventer quelque chose pour comme remède à cette famine généralisée. Et il invente quelque chose d'encore mieux. Au lieu de remède à la famine, il y aura toujours des problèmes. Au lieu de ça, ils font un bouc émissaire qui va résoudre tous les problèmes. Les meilleurs boucs émissaires, ce sont des juifs. Donc maintenant, on va permettre le retour des juifs. Et donc tout le monde revient, c'est une grande jubilation. Tout le monde, sauf un petit groupe mené par quelqu'un qui s'appelle Sholem Ben Choirim, donc fils de liberté ou homme libre, qui reste en Palestine et avec les Juifs éternels réveille la Shulamis, donc incarnation de l'esprit du peuple juif qui dort depuis des siècles dans une grotte. Et voilà, ça c'est la fin. La fin, c'est leur union mystique encore. Donc, la majorité des personnages sont comiques, ridicules. Il leur manque quelque chose. Donc, ce projet du monde des autres peuples qui coïncide en fait en partie avec le projet sioniste, mais il s'avère que des dirigeants sionistes n'ont pas une vision complète spirituelle pour le peuple juif, donc tout ça c'est raté. D'ailleurs, parmi les personnages, là, il y a Charlie Chaplin, qu'on prend aussi pour un juif et qui, en fait, se retrouve très bien dans cet univers, commence tout de suite à tourner un film et qui joue un rôle d'un bouffon révélateur de la vérité, qui est un personnage que Chaplin utilise toujours, souvent. Donc maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle version? Beaucoup moins de choses que dans Esterke. L'essentiel, c'est qu'on a supprimé, donc Chaplin a supprimé le personnage de Hitler, qui apparaît au début et à la fin de la pièce de 1934, et l'a remplacé au début par Der Arier, l'arien, et à la fin par von der Jecke, qui a succédé à Hitler après la guerre et qui, voilà, il est encore un peu entre les deux, mais c'est bien le temps où l'Allemagne a été
donc c'est ça, et aussi ce qui a changé, sauf qu'il a un peu tout raccourci aussi, là c'est vraiment centré sur un conflit entre les Ariens, donc l'idéologie nazie, et les Juifs, tandis que dans la première version il y avait une espèce de flou, c'était des Juifs d'un côté et de l'autre c'était, oui, des Ariens aussi, mais des chrétiens ou des Goïm, et le nazisme a été représenté comme un retour de l'antijudaïsme ou une nouvelle incarnation de l'antijudaïsme chrétien, où tout simplement la croix a été remplacée par la croix gammée. Donc voilà, c'était montré plus comme quelque chose qui revient cycliquement dans l'histoire. D'ailleurs, la pièce est dédiée à Israël Joshua Singer, qui avait un peu la même vision de cette impossibilité de la vie juive en diaspora, même si donc, de son côté c'était peut-être plus politique, et donc du côté de Zeitlin c'était plutôt une vision spirituelle. Maintenant, le dernier drame de ce cycle, donc je vais essayer de faire vite, In Canaan's Land, dans le No Man's Land, c'est un sujet d'actualité. Donc, octobre 1938, après les accords de Munich, les Allemands s'emparent de Sudetenland, le pays de Sudète, voilà, et expulsent de là des Juifs. De l'autre côté de la frontière, il y a les Tchèques qui ne veulent pas les laisser entrer, et des Juifs se retrouvent dans un no man's land. Donc il y avait d'ailleurs une histoire pareille avec la ville, donc entre l'Allemagne et la Pologne, où aussi beaucoup de gens se sont retrouvés entre, donc, à côté de la ville de Sponchening pendant des semaines entières. Voilà, donc ça c'est l'actualité. Il faut dire que cette pièce est construite vraiment en calque, on pourrait dire, à Weizmann der Zweite. Donc il y a le début, première scène, où des Juifs sont séparés du reste du monde. Ensuite, il y a donc, une grande partie de la pièce se passe dans un endroit où des Juifs sont capturés et donc isolés des autres. Ensuite, il y a une nouvelle rencontre avec le monde. Et à la fin, il y a on retrouve encore les Juifs dans les mêmes, géographiquement, dans le même, la même topographie d'enfermement, mais qui prend toute une autre, symboliquement, toute une autre signification, avec une idée de libération. Et c'est d'ailleurs les 2 pièces 114 tableaux. Voilà, donc là, ça c'était joué déjà en 1940, c'était joué à Buenos Aires. Ensuite, ça a été joué encore quelque part, et juste après, donc, enfin, quelques années après la guerre, c'était joué dans un camp d'hippies, donc des camps de personnes déplacées. Oui, là d'ailleurs vous pouvez regarder, mais vraiment attentivement, l'affiche donc de Buenos Aires, de cette pièce dont un élément est reproduit là-bas. Voilà, donc maintenant on peut qualifier cette pièce d'un... merci.
d'un optimisme tragique. Elle est presque dépourvue de l'humour, même s'il y en a quand même. Mais des éléments grotesques sont encore très présents. Donc je vais revenir plus tard sur le côté optimiste. Voilà, donc les grotesques là, ça prend aussi quelque chose de supplémentaire parce que ça devient grotesque et réaliste, qui est déjà comme ce sont des faits qui se sont là vraiment déroulés, c'est un grotesque qui n'est plus imaginaire, tellement imaginaire, mais les moments où les grotesques rencontrent la réalité. Donc cette pièce, elle a été très peu remaniée dans la version, donc c'était dans les premiers volumes des Gesammelte Hermes, encore de vivant de l'auteur, très peu. Elle est organisée d'une façon très intéressante sur le plan symétrique des oppositions et des couples sur des plans vertical et horizontal. Donc, ça fait un peu un yin-yang. Donc déjà, il y a, voilà, d'un côté, il y a l'Allemagne avec sa post-frontière, de l'autre, oui, avec des soldats. De l'autre côté, il y a la Tchécoslovaquie, et au milieu, il y a une bande de terre très étroite avec un champ et une forêt où arrivent tous les jours. Donc voilà, on a déjà une sorte de symétrie du côté topographique. Maintenant, on a vu déjà une certaine symétrie dans le déroulement de la pièce. Donc maintenant, il y a aussi un plan de topographie spirituelle. Il y a le monde d'ici-bas, cette réalité-là, et il y a une autre réalité qui est représentée aussi sous forme de visions. Donc il y a un personnage, homme à moitié de barbe, voilà, parce qu'il de désespoir, il s'est arraché la moitié de barbe, qui voulait tout brûler, assassiner sa femme enceinte de son enfant. Et donc là, il est attaché à un arbre et il a ces visions-là qu'on voit en même temps que d'autres faits qui se déroulent. Et donc, il est attaché à cet arbre qui se trouve là, quelque part. Et cet arbre aussi, il a dans une de ses visions, cet arbre aussi présente une sorte de symétrie. Donc là, il y a des racines qui sont plongées dans l'obscurité et qui ne savent pas ce qui se passe au-delà, mais qui fournissent une sorte d'énergie spirituelle à la couronne qui, elle, est plongée dans la lumière, mais qui a besoin de ce qui se passe en bas. Maintenant, donc, nous avons aussi 3 couples. Donc, il y a une, donc, dans cette zone de Nord-Marsland. Il y a déjà un couple à proprement parler, ce sont des jeunes gens qui ont perdu toute la famille, donc une jeune fille et un garçon, qui écrivent une lettre ensemble à Roosevelt pour l'informer de ce qui se passe. D'un côté, leur amour innocent est opposé à d'autres sortes de rapports sexuels qui sont décrits dans le drame. D'ailleurs, ici au début, l'auteur s'excuse si ça pouvait choquer quelqu'un, donc cette description, parce qu'il y a donc l'amour incestueux entre
la fille et le père, il y a des rapports des soldats avec des prostituées, et il y a aussi des viols, donc un viol d'une femme juive qui voulait s'enfuir par des soldats tchèques. Là, on peut en parler un peu plus tard. Et donc, cette lettre qu'ils écrivent, qui est une lettre simple, parce qu'ils ne connaissent pas très bien l'anglais, et qu'ils écrivent pendant des jours pour rendre compte de ce qui se passe, qui est une lettre véridique, oui, est opposée à un reportage qui est fait par un journaliste qui arrive de l'extérieur, un personnage grotesque, donc qui dit tous les deux mots tempo, tempo, parce qu'il n'a pas le temps. Il doit faire un rapport à 20 journaux, dans la nouvelle version, 22 journaux, comme s'il voulait s'accaparer l'alphabet entier, donc c'est-à-dire toutes les langues, la langue humaine entière, par ses mensonges, parce que ce qu'il propose, c'est une réalité déformée, qu'il ne veut même pas écouter. Donc les gens lui disent ce qui se passe, et lui, il se dicte donc à lui-même quelque chose qui déforme complètement la réalité. Et d'ailleurs, c'est un des personnages principaux de la pièce, à son départ, lui dit « J'ai quelque chose pour vous que vous pouvez apporter avec vous au monde ». Et lui, il dit « Ah oui, où c'est ?» Et l'autre dit « C'est dans la Haggadah de Pâques ». Et il lui dit, donc, il prononce cette prière « Shfoy Chamoscho », donc un Dieu déverse ta colère envers des nations qui ne te connaissent pas. Voilà, donc deuxième couple, c'est, oui, là encore on peut mentionner Roosevelt qui est opposé au prince de ténèbres incarné par Hitler, parce que donc toute cette opposition entre ténèbres et lumière est aussi présentée dans une des visions où Dieu, comme dans la pièce de Gordine et le film qui a été fait, God Man Revival, le Dieu, homme et Satan, donc Dieu, une voix qui vient de luminosité, de lumière, donne au prince des ténèbres, donc disons Satan, de nouveau, encore une fois, mais peut-être pour la dernière fois, des clés, donc le pouvoir sur le monde, et dit voilà, ça c'est la dernière fois, après tu seras vaincu pour toujours. Et les princes des ténèbres, ils disent ne sois pas si sûr parce que maintenant je dispose de moyens technologiques beaucoup plus efficaces qu'avant. Oui, donc deuxième couple, c'est un rabbin et les pasteurs, dont une grand-mère est juive, qui, voilà, donc là c'est leur dialogue, d'ailleurs très drôle, en fait, là c'est la seule partie qui est restée en partie vraiment drôle, surtout dans la première version. Dans la deuxième version c'était rendu un peu moins drôle. Donc ils discutent entre autres sur l'essence du judaïsme, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ou de ne pas être juif. Donc à un moment ils se disent un non-juif qui est affamé, malheureux, persécuté, il devient juif, et un juif qui est confortable, content de soi, il devient goy. Voilà, donc après il y a un autre couple, un vieux pessimiste et un aveugle optimiste, tous les deux assis sur des pierres dans la forêt. Donc l'aveugle semble voir plus loin et plus juste que l'autre, là, le vieux, même si ses arguments aussi ont l'air très convaincants, il faut dire. Et donc, entre ces couples,
il y a deux personnages, à la fin un troisième, qui vont dépasser cette bipolarité et par leur singularité attirent notre attention. Voilà, singularité est aussi la synthèse entre deux pôles. Donc il y a déjà Moritz Kohn, qui est un chamès d'une synagogue brûlée, qui porte avec sur son dos un rouleau de la Torah, et qui est la représentation. Donc c'est comme à la fois un juif éternel et un bouffon en un personnage. Et donc il représente la tradition juive dans son voilà, qui ne sera jamais vaincu, c'est-à-dire quelque chose qui continue toujours. Et après, il y a ce personnage énigmatique des pères de l'enfant, donc l'enfant qui n'est pas né jusqu'à la fin de la pièce, qui au début veut tout détruire, et à la fin, au fur et à mesure de ses visions, va devenir plus optimiste et va donc il aura une vision que son fils deviendra le sauveur. Donc l'enfant qui va naître, ça sera son enfant, deviendra sauveur. Donc j'essaye de faire un peu plus vite. Donc à la fin de la pièce, même si le No Man's Land reste là, si les gens restent là, il s'opère une sorte de transformation. D'abord, c'était un lieu de rien. Hein, donc c'est rien, c'est un des sujets de conversation. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Est-ce que rien, oui, mais de rien. Dieu a créé un monde à partir de rien. Donc en fait, rien n'est pas seulement rien, mais c'est pas seulement un manque, mais c'est aussi un potentiel de quelque chose. Et donc à la fin, après ces douleurs d'enfantement, l'enfant est né. Et cet enfant représente l'avenir. Et l'avenir, c'est justement quelque chose auquel ni les Satan, donc c'est le prince des ténèbres, ni même Dieu n'ont pas de clés. Donc c'est seulement cet enfant qui apporte du mouvement, c'est-à-dire un flux temporel qui peut casser cet état figé, infernal de l'endroit où il se trouve, et les transformer. À la fin, il y a cette transformation de No Man's Land, Canaan's Land, en Das größte Land, Jedens Land, parce que c'est en même temps un pays où aucune autorité politique terrestre n'a pas d'emprise. Et qui, donc déjà au début de la pièce, en fait, il y a un des soldats qui dit Herr keiner nicht soll sehr Präsident sein, salut keiner nicht, umgesetzter von Präsidenten, nimm dir avec deine Iden, donc que le monsieur personne soit leur président, salut personne, le plus invisible des présidents, récupérer des juifs. Donc voilà, c'est encore comme un rien peut avoir deux visages. Personne aussi peut avoir deux visages, donc le visage de l'absolu. Et c'est ainsi que cette No Man's Land devient tout d'un coup un espace de liberté et d'épanouissement spirituel. Ça, c'est la première version. Dans la deuxième version, ça, c'est le changement majeur. D'ailleurs, il y en a vraiment très très peu. Donc, ce pessimiste, le vieux pessimiste, dit au père de l'enfant, oui, mais ton enfant sera brûlé. Et le père dit, comment ça brûlé? Et il consulte ses visions et il dit, oui, effectivement,
il sera brûlé, mais de lui naîtra, il va renaître en tant que disons, Messie, qui va apporter donc la fin de ce cycle de lumière, obscurité, ça sera la lumière éternelle. Et c'est ça le mot de fin de cette pièce, on peut la voir vraiment comme un parallèle à sa conception, donc dans son œuvre poétique. Lieder von Churben und Lieder von Gläubigen, là ça c'est vraiment un théâtre von Churben und théâtre von Gläubigen, théâtre d'anéantissement et de foi. Oui, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il faudra faire pas un Weizmann 2, mais un Bibliothèque Medem 2. Il y a tellement de choses à dire. Juste une petite question factuelle. Tu as parlé tout à l'heure d'une pièce qu'il aurait faite sur les héros de Helm. Et donc, on n'en a aucune trace, à part cette photo. Ou bien il y a quelque chose dans le manuscrit? Il y a des trucs, mais pas les textes, je crois. Il y a un fantôme de texte. Quelqu'un m'a fait parvenir il y a 20 ans un tapuscrit avec la pièce, sans signature, et je l'ai quelque part chez moi. Je l'ai lu, bien sûr, et ce n'est pas les histoires de Helm, c'est un projet de suppression du Malacham Moves. De suppression de l'ange de la mort. Et la mémoire, la même qui m'empêche de savoir où j'ai fourré ces papiers de papier, et c'est grave. Et cette mémoire aussi m'empêche de me souvenir exactement du développement de la pièce. Mais c'est magnifique. Ce ne sont pas les histoires de Helm. D'accord. Alors, quel rapport avec Rennes? Un projet comme ça, In Helm moet je gewoon graag naar Sof zu Malacham Moves. Et je me suis promis que lorsque j'aurai le temps, je me retrouverai, mais il faut le temps de retourner toute la maison. Et ça sera On peut déléguer la tâche de mes héritiers. Oui, oui, ces archives en fait sont à Jérusalem, des archives de Tzipin. Non, New York. À New York. Sheriff in ze gezet. Ze moeten het meegegaan checken naar kopie. Kopie die gezorgd is met bureau, scherp, een chef, een schuld. C'est très bien dans Dans la la thématique. Oui, non, mais c'est impardonnable. Je pense que les psys peuvent en dire quelque chose. J'ai oublié de dire que Weizmann 2, on pourrait le dire. Mais... Ah, voilà, donc il sera publié en version bilingue avec donc yiddish et traduction française d'Evelyne Grander sous peu aux éditions Medem Bibliothèque.